Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de Football Database. Débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité footballistique du week-end. Et cette semaine, exceptionnellement, je ne suis pas avec Arnaud, mais je suis avec Gildas, journaliste pour le site. Salut Gildas. Salut Nathanaël, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va bien. Voilà, on retrouve Gildas, hein, que vous avez déjà pu voir lors de nos débriefs pendant l'Euro. Donc c'est un plaisir de te retrouver cette semaine. Moi aussi, pour moi aussi. Du coup, cette semaine, au programme, on va commencer par la contre-performance de l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse face au LOSC. L'Olympique Lyonnais qui connaît une nouvelle fois la défaite et sur sa pelouse. Ensuite, on enchaînera sur le débat du jour avec Kylian Mbappé et on va s'intéresser à son avenir, hein, sachant que le garçon prend de plus en plus d'ampleur et d'influence au sein du Paris Saint-Germain, donc on s'interrogera un peu sur son avenir. Et puis en fin d'émission, on fera un petit focus du côté de la Nationale 3 avec le VNC qui réalise une bonne saison. Mais pour le moment, je ne sais pas si tu le veux bien, on va d'abord se concentrer sur l'Olympique Lyonnais avec cette nouvelle défaite qui malheureusement arrive un peu mal, puisque dans la course à l'Europe, il y a pas mal d'équipes et Lyon perd un peu de terrain sur ses concurrents directs. Alors, il y a eu quand même quelques matchs nuls là-haut, donc il n'y a pas de grosses conséquences sur le plan comptable. Mais néanmoins, cette défaite, voilà, fait un peu mal. J'ai envie de te demander, Gilles, quel est le problème du côté de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison? On a l'impression que cette équipe, elle fait un pas en avant puis deux en arrière. C'est quand même un peu compliqué. Ouais, mais c'est pas une question nouvelle pour moi. C'est une question qui dure depuis plusieurs années. Ça fait quand même un petit moment qu'on se pose cette question-là sur l'Olympique Lyonnais depuis l'époque Rudy Garcia. Voilà, c'est pas la première fois qu'on se pose la question. C'est une irrégularité qui est patente. Il y a 2 saisons, la saison qui s'était pas terminée à cause du Covid, ils avaient fini. Alors ils avaient pas fini. Enfin, la saison ne s'était pas terminée, mais ils étaient septième à ce moment-là. Ils avaient raté l'Europe de peu. À l'époque, à la même période, ils étaient, je crois qu'ils étaient aussi en milieu de tableau. Donc c'est l'année dernière, ils ont fait une bonne saison, mais dans l'ensemble, on sent que cette équipe, depuis la fin de leur grande période, est tombé un peu là-dedans dans une irrégularité qui lui ressemblait pas jusque-là sous l'époque Olas. Donc c'est vrai que c'est difficile de comprendre quel est le problème. On pensait que c'était une espèce d'indiscipline d'un effectif un peu jeune. Donc on pensait qu'un entraîneur comme Peter Bosz pouvait permettre d'apporter une certaine discipline. On voyait que c'était quelqu'un qui avait une grande gueule un peu, enfin qui était même dans ses commentaires d'après-match, il était souvent dur avec ses joueurs, donc on se disait, voilà, il va les remettre en place. Et puis finalement, il a les mêmes problèmes que ses prédécesseurs, donc peut-être que le problème est plus profond et peut-être c'est peut-être un problème de management au plus haut. Il y a aussi le fiasco un peu de Juninho qui a, à mon avis, qui a pas dû arranger les choses en interne, à mon avis. Ouais, je te rejoins sur ça. Et clairement, moi, je pense aussi que ça doit être un mélange aussi de plein de choses. Il y a évidemment le management, la gestion, mais il y a aussi tout simplement, je pense, le fait que cette saison, en Ligue 1, il y a certaines équipes qui performent, peut-être même surperforment, et qu'on n'attendait peut-être pas à cette place-là, championnat, à ce moment-là du championnat. Hein. Je pense à Strasbourg, qui est une belle équipe, qui a de quoi terminer dans la première partie, mais de là à potentiellement pouvoir se retrouver en Ligue des Champions à une dizaine de journées de la fin, je pense qu'on s'y attendait pas en début de saison. Donc Lyon, je pense, est un peu tributaire de ça. Hein. Tu parlais de la saison 2019-2020. À cette même période du championnat, Lyon était septième avec 2 points en moins. C'est la preuve quand même que cette saison, le championnat est plutôt pas mal, du moins dans l'Europe. Et je dirais aussi que justement, c'est pas la première fois qu'on voit un Olympique irrégulier, mais cette année, ils avaient l'habitude d'exceller dans la mesure où Lyon est quand même assez irrégulier de manière générale, mais arrive à remporter ses confrontations directes face à ses concurrents directs. Mais là, cette année, c'est plutôt l'inverse. On a vu Lyon quand même subir des défaites face à Nice, face à Lille hier. Bon, après, certains parleront d'arbitrage, etc. Mais le fait est qu'il y a eu 90 minutes avant et que la différence devait se faire avant. Donc, je pense que tous ces éléments-là jouent justement contre l'Olympique Lyonnais, hein, qui est bien évidemment le seul maître et responsable de son destin. Mais la chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est que mathématiquement, rien n'est encore joué, mais c'est quand même un peu compliqué, quoi. C'est une équipe quand même qui, par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais on sent qu'il y a une fébrilité derrière aussi. C'est-à-dire que c'est l'équipe
qui a pris énormément de buts contre son camp. On a pris 3. Il y a personne qui en a pris plus. On n'a bénéficié d'aucun. Donc c'est une équipe effectivement qui a peut-être pas de chance, effectivement. Après, ça fait plusieurs saisons. Si c'était juste sur cette saison, on pourrait dire que oui, ils ont un peu, voilà, ils ont pas trop la baraka cette année. Mais moi, j'ai l'impression de le reconnaître sur une demi-douzaine d'années là. J'ai vraiment l'impression que Lyon n'a pas changé, quoi, et que c'est pas un problème d'entraîneur, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'au niveau de l'effectif, euh, concrètement, il y a quand même, ils ont une équipe qui est supérieure à Strasbourg, c'est une équipe qui est meilleure. Voilà. Après, il y a des clubs qui ont investi, qui ont des nouveaux investisseurs. Bon, pas Rennes parce que l'investisseur est ancien, mais on sent que là, c'est quand même beaucoup plus solide. Nice, on savait qu'ils allaient, avec leur nouvel investisseur, finir par se mêler à la lutte pour le podium. Ils y sont. Euh, bon, Lens, c'est plus une surprise. Nantes aussi. Lille, on sait que ils sont champions, donc on pouvait les attendre dans la lutte. Donc c'est vrai que oui, il y a de la compétition. Il y a Monaco aussi, même s'ils sont pas non plus. Et c'est une excuse qui est moyennement recevable. Lyon a une expérience au niveau du management. Ils ont un président qui sait comment gagner normalement, des entraîneurs qui le sont. Même si quand on regarde Peter Bosz, c'est vrai qu'au début il avait un peu la carte au niveau avec les médias, mais on se rend compte que dans sa carrière, euh, bon là cette année il a 40% de victoire, je crois. C'est pas extraordinaire, mais finalement dans sa carrière il n'a pas souvent fait plus que 50%, à part son passage à l'Ajax ou au Bayern, Leverkusen. Mais quand il a été viré avec Dortmund, il a été viré avec 40% de victoire aussi. Donc finalement ils l'ont pris parce que plus sur une image finalement de joueurs, d'entraîneur joueur qui fait bien jouer ses équipes comme l'Ajax, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a eu des résultats réguliers sur sa carrière d'entraîneur, que ce soit en Israël, aux Pays-Bas, en Allemagne. C'est un entraîneur qui normalement fait bien jouer son équipe. Là en ce moment, Lyon ne joue pas mal, hein, mais au niveau de l'efficacité, c'est pas ça. Et pour jouer les hauts de tableau, c'est indispensable. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est le plus grand mal entre guillemets de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers temps, même depuis le début de la saison, c'est l'efficacité. Lyon se procure pas mal d'occasions, on arrive à faire des différences, balle au pied, etc. Mais dans la zone de vérité, ça pêche un peu. Et j'aimerais aussi qu'on prenne quelques instants justement sur Peter Bosz, que tu as bien abordé. Est-ce que aussi, je ne dirais pas que la mission est trop grande, parce que l'Olympique Lyonnais, comme tu l'as rappelé, a un effectif quand même assez conséquent, hein, je pense, et qu'on sera tous d'accord pour le dire qu'après le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais dispose du meilleur effectif. Mais Peter Bosz, dans ses anciennes missions, si je puis dire, bah, voilà, il est à l'Ajax. Bon, l'Ajax n'est pas seul dans son championnat, mais disons que quand tu es à la tête de l'Ajax, je pense qu'obtenir des résultats, c'est pas trop compliqué. En Allemagne, il a eu Dortmund et Leverkusen. Bon, il y a la machine, le rouleau compresseur du Bayern Munich qui forcément ramasse tout sur son passage. Là, en France, on a le Paris Saint-Germain, ok, mais normalement, l'équipe qui est censée derrière être le Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique Lyonnais. Et est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on l'a peut-être vu, sans remettre en cause le travail et son apport, hein, bien évidemment, est-ce que tu ne penses pas qu'on l'a peut-être vu aussi un peu trop beau par rapport à ce qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais? C'est ce que je te disais, oui, au début, on était plutôt séduit par le personnage. On se disait, voilà, Lyon, ça fait longtemps ils ont pas trop fait rêver, que voilà, avec l'effectif qu'ils avaient, avec Paqueta et tout ça, des beaux joueurs, on se disait, avec un entraîneur avec un peu d'ambition dans le jeu, ça allait régaler. C'est pas du tout le cas. On est parfois trompé comme ça par le personnage. Après, on ne sait pas, peut-être que Lyon va carburer et va réussir à accrocher une place européenne. Hein, c'est pas encore fait, hein, mais il y a quand même un écart important maintenant. Et globalement, en plus, Jean-Michel Aulas avait plus ou moins mis une limite fin février pour voir où ils en étaient, et ils sont loin du compte. Donc, c'est compliqué. Et en plus, il a eu l'été dernier pour faire son marché. Cet hiver, il lui manquait certains joueurs, il les a eus. Bon, voilà, son effectif, normalement, il devrait plutôt lui satisfaire et lui permettre de mettre en place le jeu qu'il faut. Après, tu parlais des championnats néerlandais et allemands, c'est des championnats qui sont réputés pour leur ouverture dans le jeu. Il y a moins d'équipes qu'en Ligue 1, même si cette année il y a beaucoup plus de buts, mais on a quand même toujours beaucoup d'équipes qui jouent en bloc bas, plus resserré, des blocs équipes. On le sait, la France, c'est comme ça depuis longtemps.
Et souvent, les joueurs, les entraîneurs un peu offensifs comme ça, bah, ils se cassent les dents dans ce championnat-là. Alors, pas tous, hein, il y en a qui réussissent, mais c'est difficile de s'adapter. Et Lyon est une équipe qui veut jouer. Et en Ligue 1, vous faites souvent contrer. C'est facile de se faire contrer en Ligue 1, surtout face à une équipe comme Lille, par exemple, deux latéraux gauche dans le couloir. Voilà, c'était pas une équipe qui était venue jouer et elle a réussi son coup. Ouais, vraiment, hein, le LOSC hier a été très réaliste, mais quoi qu'il en soit, pour l'Olympique Lyonnais, ce que tu expliques, je pense, du sens au fait qu'on a un Lyon à deux visages en championnat et en Ligue Europa, où les équipes en Europe, voilà, affirment un peu plus leur identité de jeu, jouent et justement, Boss, de par son expérience, arrive à en tirer le meilleur. Et d'ailleurs, l'Olympique Lyonnais, on le rappelle, hein, affrontera Porto en huitième de finale de Ligue Europa, qui sera pas une mince affaire, puisque Porto est invaincu en championnat et a perdu 3 fois en Europe, mais c'est en Ligue des Champions dans une poule très serrée. Quoi qu'il en soit, on suivra avec attention la fin de saison, mais pour le moment, on va enchaîner sur le débat du jour en suivant aussi justement la fin de saison d'un joueur quand même extraordinaire et son avenir, hein, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui met tout le monde d'accord, hein, je pense, depuis maintenant à peu près un an et demi, où à l'époque, il suit quand même pas mal de critiques, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il porte le Paris Saint-Germain quand même à bout de bras. Il est en fin de contrat. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais pour toi, est-ce qu'il doit rester au Paris Saint-Germain? Alors, pour moi, il y a deux choses qui s'affrontent. C'est évidemment si on se met du point de vue du club et des supporters, évidemment, il doit rester. Ça, c'est sûr, à n'importe quel prix, sachant que le Qatar, on n'est pas trop embêté au niveau finance. Donc, dans l'absolu, oui. Si on se met du point de vue aussi du football, enfin, en tout cas, pas du football français, mais du championnat de France, hein, une star comme Mbappé, c'est une plus-value, c'est une tête de gondole, c'est quelqu'un qui fait rêver tout le monde et il fait une saison hallucinante, il fait des choses hallucinantes. Maintenant, si on se met du point de vue du joueur, euh, on imagine mal le meilleur joueur du monde passer sa vie en Ligue 1. À un moment, Mbappé, s'il reste trop longtemps en Ligue 1, on lui dira, c'est bien gentil, mais va falloir te mettre en danger dans un grand championnat. Va falloir aller en Première Ligue ou en Liga se confronter tous les week-ends à des équipes de niveau Ligue des Champions. Pas toujours, hein, parce qu'on affronte aussi Retafe en Liga, mais globalement, c'est à un moment, il faut se frotter au meilleur. Et qu'on le veuille ou non, la Ligue 1, c'est pas un des quatre grands championnats. Il y a un écart avec les quatre grands championnats. Et à un moment, on veut savoir comment il peut s'imposer. Alors pas dans un grand club, parce qu'à Paris, on ne sait pas si c'est un grand club, mais en tout cas, c'est un club qui vise la Ligue des Champions, qui a un effectif pour ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour s'imposer dans un grand championnat, on peut se dire que Mbappé aura besoin dans sa carrière à un moment de jouer dans un très grand championnat, dans un très grand club, euh, pour son image, pour sa carrière, pour se frotter au meilleur. Et puis aussi peut-être pour l'équipe de France, pour devenir encore meilleur, même si ça paraît difficile à imaginer, mais il a encore une marge de progression, il a que 23 ans. Donc à 23 ans, vous n'êtes pas un joueur fini, avec l'expérience qu'il va avoir, qu'il a déjà, mais bon, voilà. Après, évidemment, si on se met de notre point de vue de spectateur de la Ligue 1, on a envie de le garder, et les supporters parisiens veulent le garder, même si ça n'a pas toujours été facile entre les deux entités, entre Mbappé et les supporters. Alors on sent que les supporters, ils ont envie qu'il reste. Et, bon, après, ça dépend pas d'eux, malheureusement. Ouais, c'est clair. Moi, j'entends le fait que pour progresser et s'affirmer au plus haut des niveaux, il doit quitter la Ligue 1 et quelque part, je pense que c'est un peu vrai aussi, hein. À l'instar de son joueur préféré, Cristiano Ronaldo, qui a marqué à l'histoire d'à peu près partout où il est passé. Mais je pense néanmoins que tôt ou tard, Mbappé partira du Paris Saint-Germain et évoluera dans un club étranger. Mais je me demande si il n'aurait pas non plus quand même d'intérêt à rester encore un peu au Paris Saint-Germain, marquer aussi l'histoire du club et marquer aussi sa propre histoire pour justement aussi faire un peu sa légende, dans la mesure où ce week-end, il a marqué son 156e but avec Paris. Donc il égale Zlatan Ibrahimovic, qui n'est pas n'importe qui non plus dans le pouvoir du Paris Saint-Germain. À mon sens, Kylian Mbappé peut aller chercher le record de but des Cavani, qui est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et je pense que ce serait pas
à noter que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. Et je pense que il se passera quand même pas mal de temps avant que quelqu'un d'autre batte ce record-là. Je pense qu'il y a aussi cette idée d'aller chercher la Ligue des Champions avec les clubs. Cette année, je pense que c'est magnifique et la boucle sera bouclée. On va partir tranquillement au mois de juin. Mais au moins, si c'est pas fait cette année, de toute façon, depuis 2 ou 3 ans, Paris échoue en Ligue des Champions, mais sur des détails, sur des petites différences qui coûtent cher à chaque fois. Mais une demi-finale en 2021, pardon, on est loin. Je pense que Kylian Mbappé, en tout cas, a le caractère et peur de super-héros et rester encore quelques saisons à Paris. Après, de là, faire comme Totti, il faudra peut-être partir un jour. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que Kylian Mbappé peut rester encore quelques saisons histoire de marquer l'histoire du club. Moi, je pense qu'il a déjà marqué. Alors, effectivement, il aura du mal, il pourra pas rattraper Cavani sur cette saison, c'est sûr. Mais je pense qu'il a déjà pas mal marqué l'histoire. Après, s'il base ça sur le fait de rester, de rester à Paris tant qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est quand même un pari osé. Il peut rester bloqué longtemps entre guillemets, même si c'est pas passé à grand chose ces dernières saisons. Mais bon, effectivement, je pense qu'il aimerait bien. On le sent encore plus motivé en Ligue des Champions cette saison, je trouve. D'ailleurs, ces Chiefs cette année, ils sont bons, mais ils marquent un petit peu moins, par exemple, que les saisons précédentes en Ligue 1. Ils passent un peu plus. Mais on sent que cette année, la Ligue des Champions, il met tout dessus. Parce que inconsciemment, je me dis, si il offrait la Ligue des Champions à Paris cette saison, il pourrait partir comme il voudrait, quoi. Ce serait le cadeau d'adieu. S'il gagne pas, voilà, c'est ce qu'on lui reprochera, effectivement. Si Paris gagne pas, on lui dira formidable, il a marqué 160 buts, 170 buts avec Paris, mais il a pas rapporté le trophée qu'il fallait. Donc peut-être que ça va l'inciter à rester. Après, moi, là, je regardais le documentaire sur Ronaldo, le Brésilien. Ronaldo, il est parti très jeune à Barcelone. Cristiano Ronaldo aussi est parti très jeune. Moi, j'ai quand même peur qu'il prenne un peu trop ses aises en Ligue 1, qu'il s'endorme un peu. Euh, je sais pas. Moi, j'ai envie de le voir rester vraiment parce que ça va être difficile de le remplacer en plus. Mais pour lui, je pense qu'à un moment, il va s'ennuyer. Les saisons précédentes, d'ailleurs, on disait un peu ça, qu'il s'ennuyait un petit peu. Peut-être qu'à un moment, voilà. Surtout qu'il a prouvé quand même des choses, parce qu'il a été critiqué pour moi injustement lors de l'Euro, pour un tir au but raté, même s'il n'avait pas marqué, mais il avait plutôt été actif. Là, il a prouvé qu'il y avait personne qui était à son niveau cette saison, même s'il y a des chiffres de Lewandowski, mais voilà, c'est. Maintenant, il faut qu'il se prouve, pour moi, alors peut-être pas l'année prochaine, mais dans les années qui suivent, qu'il se prouve qu'il peut s'imposer dans un grand championnat. Parce que la Ligue 1, voilà, c'est compliqué quand même. C'est clair. Là, justement, d'un peu amorcé la deuxième partie du débat du jour. Hein. Admettons qu'Yann Mbappé décide de partir au mois de juin, au mois de juillet. Il faudra forcément trouver un remplaçant pour Kylian Mbappé. Ce ne sera pas facile en termes de statistiques et d'impact. Pour toi, quel joueur serait le plus à même de pouvoir remplacer Kylian Mbappé en attaque du Paris Saint-Germain? Pour moi, actuellement, même si c'est pas tout à fait le même style de jeu, pour moi, le seul attaquant qui est à son niveau actuellement, c'est Haaland. Pour moi, c'est le seul qui, c'est l'avant-centre le plus fort que j'ai vu face au but peut-être de ma vie, quoi. C'est quelqu'un qui cadre toujours, qui est capable de marquer dans n'importe quelle position, n'importe quel pied, qui est costaud mais qui est rapide aussi. C'est pas un avant-centre à l'ancienne. Voilà, c'est quelqu'un qui aime partir de loin. Alors, pour moi, il a pas de défaut. Alors même si en ce moment il a des petits soucis, enfin il est moins là. Mais c'est vrai qu'un Haaland, ça serait pas le même style effectivement. Mais je pense que voilà, ça serait le rêve. Malheureusement, je suis pas sûr qu'il veuille venir en Ligue 1. Je pense qu'il a aussi des hautes ambitions. Et à son âge, je suis pas sûr qu'il vienne en Ligue 1. Donc ça paraît difficile. Moi, je pensais à Dybala. Je crois que Dybala aussi est en fin de contrat. Euh, à voir. Peut-être. Après, c'est pas le même niveau, mais peut-être qu'il faut aussi essayer de prendre un joueur de façon forcément moins fort. Forcément, ça sera moins fort, mais compenser en renforçant l'équipe à certains postes où il y a des problèmes comme au milieu de terrain. Euh,
voilà, ou peut-être prendre comme ça des joueurs, des remplaçants aussi en attaque qui sont plus forts. Di Maria aussi va pas rester éternellement. Messi, on sait pas. Donc peut-être essayer de faire un truc à la Manchester City où il n'y a pas de tête qui dépasse. Tu vois, Manchester City, la différence, c'est qu'il n'y a pas de méga star. Tu te dis, tu l'enlèves, ils sont mal, quoi. Chaque joueur est remplaçable à City. C'est interchangeable comme ça. À Paris, t'enlèves Mbappé, t'enlèves Marquinhos ou voilà, c'est tout de suite on voit la différence. On a vu à Nantes quand il y avait des joueurs qui n'étaient pas là, bah tout de suite ça casse derrière. Donc peut-être voilà, forcément, Paris va être obligé de prendre un joueur moins fort. Donc, du coup, essayer de compenser, notamment avec le salaire, peut-être essayer de renforcer dans des zones, dans d'autres zones, peut-être. Moi, je te rejoins totalement en fait sur ça. Je pense que concrètement, ça va être compliqué de remplacer Kylian Mbappé, un joueur qui a quand même eu une influence assez conséquente sur les résultats de Paris. Quand il est là, Paris gagne 50% de ses matchs, contre 53 quand il n'est pas là. Donc ça prouve quand même que il est quand même souvent amené à faire la différence. Donc je pense que pour le remplacer en tant que tel, ça va être compliqué. En revanche, le travail du côté du Paris Saint-Germain, je pense qu'il se jouera aussi sur l'amélioration de la qualité de jeu, de l'effectif aussi. Ça va passer, je pense, par le recrutement à certains postes clés, notamment, comme tu l'as cité, hein, au milieu de terrain, aussi pour ajouter un défenseur dans la rotation, puisque Monsieur Sergio Ramos a des difficultés à enchaîner les matchs. Donc oui, bien sûr, Erling Haaland est un joueur quand même assez exceptionnel, hein. Je pense que ce genre de joueur-là, on ne les voit pas tout le temps dans le monde du foot. En revanche, je pense qu'il serait aussi énormément tributaire des joueurs qui sont à lui. Si l'équipe ne tourne pas, bon, Haaland restera quand même un joueur capable de mettre 20-25 buts, voire même 30 dans la saison. Mais voilà, dans les matchs qui comptent, euh, il ne pourra pas tout le temps faire la différence. Kylian Mbappé, ça fait 1 an et demi qu'il porte le PSG à lui tout seul, mais au bout d'un moment, ça reste un peu compliqué. Donc je pense que ça va passer par là. On peut aussi parler d'Harry Kane, qui, je pense, a envie aussi de gagner des trophées dans sa carrière. D'ailleurs, pour les petites blagues, les supporters anglais ont envoyé des pics à Harry Kane ce week-end parce que Luis Diaz, qui vient d'arriver à Liverpool, vient de gagner un trophée alors qu'Harry Kane, voilà, 10 ans à Tottenham n'a rien gagné. Donc, je pense que du côté d'Harry Kane, ça peut être possible. Heung-min Son, si on parle de profil, je pense que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de Kylian Mbappé, hein, un joueur qu'on peut faire évoluer en pointe ou sur un côté, aussi bon dans la finition que dans la dernière passe. Ça peut être aussi une piste. Voilà, c'est un profil différent, un niveau différent aussi à trop. Voilà, c'est particulier, sachant que je pense que Paris aussi aura, dans tous les cas, prendre un autre avance. C'est Mauro Icardi, on se rend compte que c'est pas trop ça. Personnellement, j'étais pour que le club garde Arnaud Caminando en backup. Peut-être que ce sera l'opportunité de le rappeler son prêt à Lens et de lui donner un peu plus de temps de jeu pour l'inclure dans la rotation. Il y a plusieurs solutions du côté du PSG. Maintenant, il faudrait-il que tout le monde se mette d'accord dans la direction pour aller dans le sens. Oui, tout à fait. Alors Kane, moi je suis pas super fan parce que dans le système de Paris, je suis pas sûr que ça marcherait un avançon de pur. On voit bien que Icardi a eu du mal. C'est un peu le même style, hein. C'est un avançon de surface. Même si Icardi a plutôt eu des bons débuts, je pense que c'est plus dans la tête qu'autre chose, hein, les problèmes de Icardi, hein, parce qu'il a pas perdu son sens du but comme ça, c'est pas possible. Mais moi, effectivement, comme tu disais, je vois plus un joueur comme Son qui a effectivement le même profil, qui est assez exceptionnel et en plus qui s'entend bien avec ses coéquipiers sur le terrain. C'est toujours quelqu'un qui a une grosse connexion avec Kane, donc ça peut très bien marcher avec Neymar ou avec Messi ou avec d'autres qu'on lui mettrait. Oui, il y a des solutions qui coûteraient très cher aussi, mais bon, est-ce que c'est vraiment un problème pour Paris? Avoir Son, je pense qu'il coûterait quand même très cher parce que Tottenham est riche, donc ils n'ont pas besoin. Voilà. Mais ça serait vraiment difficile. Kalimundo, effectivement, dans la rotation, on se dit qu'il aurait pu rendre des services, un peu comme quand voilà, il y avait Pascal Nouma, une autre époque, des joueurs du centre de formation qui se reposaient. Mais ça, c'est le problème du PSG qui a du mal à compter sur ces jeunes. Quand on voit ce que Diaby et Nkunku font en Allemagne, à l'époque, personne n'a rien dit quand ils sont partis pour quelques millions d'euros. Quand on les voit aujourd'hui,
ça serait plus que des remplaçants efficaces dans leur effectif. Donc peut-être que s'ils mettaient par exemple un joueur comme Xavi Simons qui est aussi en fin de contrat, qui va probablement partir. Enfin, on voit bien qu'ils ont du mal à compter sur lui. Des joueurs comme ça, Paris pourrait compter sur des jeunes qui vont ensuite briller à l'étranger. C'est quand même très dommage. Et voilà, mais après tout ça, ça peut pas remplacer un Mbappé. Donc effectivement, il faut se dire qu'il y aura un joueur moins fort, mais que du coup, il faut que l'équipe soit plus forte dans d'autres zones. Parce que finalement, la Ligue des Champions, elle est souvent gagnée par des équipes qui ont pas forcément une star qui est au-dessus du lot, des joueurs qui sont très très forts, des stars à chaque poste, mais pas une ou deux qui soient vraiment au-dessus. C'est plutôt des blocs homogènes. On a vu Chelsea l'année dernière qui était sur le papier qui était moins fort que City, mais au final, ils ont perdu. On a vu, voilà, ces dernières années, c'est souvent ça. C'est un bloc équipe qui gagne avec des joueurs efficaces devant. Et c'est ce que n'a pas Paris. Donc, à moins d'un miracle cette saison, ça va être difficile quand même. Voilà. Donc, peut-être que ça sera l'occasion. Je dis pas qu'il faut qu'il faut laisser partir Mbappé. Évidemment, si on pouvait le garder, voilà. Mais Paris a surtout besoin de se renforcer dans d'autres zones. Exactement. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point et ce sera le mot de la fin de ce débat du jour. Merci beaucoup, Gildas, pour ce débat. Et puis, on va enchaîner avec le dernier thème de notre émission, avec le focus sur le Thonon Evian FC, à ne pas confondre avec Evian Thonon Gaillard qui était en Ligue 1 il y a quelques saisons. Là, on a affaire à un très beau club de N3 qui réalise pour le moment une excellente saison, qui perd quasiment jamais, avec un effectif quand même pour le coup assez jeune, même s'il y a des joueurs expérimentés. Pourquoi est-ce que, au vu de la saison de Thonon, on se dirige tout simplement vers le National 2? Ah oui, bah, ils sont bien partis là, effectivement. On sent qu'il y a une dynamique. Alors je pense qu'il doit y avoir un lien entre les deux clubs, même si c'est pas le même, c'est reparti de zéro. Mais c'est une équipe qui a quand même des joueurs, alors qui sont pas de la première jeunesse, mais qui ont une grosse expérience. Moi, je pense par exemple quand j'ai regardé à Hervé Liboy, qui est pas connu du grand public, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de matchs de Ligue 2, qui a même joué en Ligue 1 avec Nîmes il y a pas si longtemps. Alors là, il a 38 ans. Il y a 3-4 ans, il a joué avec Nîmes en Ligue 1, donc c'est quelqu'un qui apporte une expérience. Évidemment, c'est pas quelqu'un il est plus de la première jeunesse, mais c'est une grosse expérience du football professionnel. Et quand vous êtes au cinquième niveau national, euh, forcément, c'est une très grosse expérience. Voilà, il y a des joueurs intéressants. Et je pense qu'il y a un nouveau projet en plus dans une région qui a pas souvent connu le haut niveau de football. C'est pas forcément une région de football, on va dire. Ouais, bien sûr. On peut aussi citer Lyon, par exemple, passé par Le Mans dans les années 2000 en Ligue 1. Il y a quand même pas mal d'expérience dans cette équipe, même si de manière générale, l'effectif est assez jeune. On a quand même, comme tu l'as dit, des joueurs très expérimentés. Alexis Thébault, gardien qui a 115 matchs de Ligue 1, donc avoir une telle expérience, ce n'est quand même c'est non négligeable, quoi, tout simplement. Avec bien évidemment le meilleur buteur de l'équipe, Iyes Shaibi, qui lui, pour le coup, est quand même assez jeune, mais qui réalise une grosse saison. Donc, on a l'impression quand même que, disons, pas les voyages sont couverts, mais que les étoiles s'alignent pour justement monter en National 2. Et puis, comme on sait, ce sont des championnats très difficiles où les montées sont très disputées, où il n'y a qu'une seule équipe qui monte, où justement on a ce mélange entre de jeunes joueurs qui aspirent à devenir professionnels et des joueurs plus expérimentés qui, eux, ont goûté à ce monde professionnel. Donc, ça bataille très dur pour la montée, quoi. Tout à fait. Surtout qu'on voit, on a vu en Coupe de France que le niveau du National 2 était pas si mauvais, puisqu'on a quand même vu deux équipes de National 2 se battre pour une place en demi-finale de Coupe de France, Versailles et Bergerac. Versailles qui a quand même sorti une Ligue 1 et une Ligue 2. Donc bon, c'est des joueurs qui ne s'entraînent pas comme les professionnels, qui n'ont pas les mêmes infrastructures, mais c'est très souvent, si on regarde la carrière de tous ces joueurs, c'est très souvent des joueurs qui sont passés par les centres de formation professionnels, qui ont raté le cut des fois d'un rien, qui n'ont pas réussi à être retenus parce que c'est une pyramide et que même si vous êtes performant, il y en a un qui est des fois plus performant que vous et qui est gardé. Et donc du coup, ils sont reversés dans les clubs autour et c'est des joueurs qui sont
pas loin du niveau professionnel. Après, le truc, c'est que comme ils sont pas professionnels, ils ont une vie, donc ils s'entraînent moins, donc ils sont un peu moins forts, évidemment, mais c'est des joueurs qui peuvent se sublimer. Et effectivement, la différence de niveau entre le National 2 et le National 3, il y en a un, mais c'est quand même assez infime finalement. C'est quand même assez homogène, on va dire. Donc, si vous avez un peu d'expérience, si vous avez, encore une fois, on parle d'efficacité, si vous avez un attaquant qui est très efficace devant, c'est souvent ça qui fait la différence dans des championnats qui sont très homogènes, où il n'y a pas d'équipe qui ressort vraiment du lot. Ça peut servir pour faire une bonne série qui peut vous mettre sur la rampe de lancement pour la montée. Bien sûr, on voit attaquant justement Tonon, il a marqué plus et délivré 15 passes décisives en 15 matchs, même des statistiques impressionnantes. Et puis forcément, on aura un petit mot aussi pour le coach, Brian Bergogneau, un joueur que vous connaissez bien évidemment de Ligue 1, formé à l'OL, passé par le TFC, et qui lui aussi justement a joué à Tonon dans ces dernières années en tant que joueur actif et qui est aujourd'hui à la tête de l'équipe première. Donc voilà, on se rend compte qu'au final, cette philosophie qu'on retrouve dans l'effectif, elle est portée par le coach et c'est un cocktail qui fonctionne très bien. Tout à fait, c'est un jeune coach, ça fait pas si longtemps qu'il s'est arrêté, puisqu'il a fini, je crois, en Ligue 2 avec Châteauroux, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, était considéré comme un des plus gros espoirs de sa génération. Il n'a pas fait la carrière forcément. C'était un très très gros buteur. Après, avec Lyon, tout ça, il n'a pas confirmé malheureusement. Mais ensuite, là, il a quand même une grosse expérience professionnelle. Effectivement, à ce niveau-là, ça aide forcément. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que le football renaît, même si c'est pas tout à fait le même club, le football renaît dans cette zone-là, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même Evian Tonon Gaillard qui était en Ligue 1. Ils sont descendus en 2015. Et c'est quand même une équipe, par exemple, qui a révélé Daniel Vass, par exemple, qui aujourd'hui brille au haut niveau à l'Atletico. Donc, c'est quand même, il y a quand même de beaux joueurs qui ont évolué dans cet effectif. Donc, encore une fois, dans une région qui n'a jamais connu le haut niveau dans aucun club jusque-là. Donc c'est bien que voilà. Après, ça reste du National 2. On va voir ce qu'ils vont faire. La saison est pas finie. Même s'ils montent, après ça va être compliqué, mais ça peut être pas mal. Il y a des clubs quand même qui sont ambitieux. Les clubs amateurs, Versailles, encore une fois, c'est un club qui a un projet pour monter plus haut. Donc c'est intéressant de voir ces clubs-là partir de presque rien finalement. C'est clair. On suivra avec attention cette fin de saison pour le Tonon GFC en N3 pour accéder à la N2 la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, Gildas, je te remercie pour ce débrief très intéressant. Je te remercie aussi. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver dans ce débrief-là. Quoi qu'il en soit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube, liker, partager, nous suivre sur nos réseaux sociaux et bien sûr, toutes les statistiques qu'on a évoquées au cours du débrief, vous pouvez les retrouver sur notre site footballdatabase.eu et des articles justement aussi rédigés par Gildas. Donc voilà, l'habitude de laisser le mot de la fin, Arnaud. Je vais te laisser le mot de la fin, Gildas, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'était un plaisir de le faire avec toi. Et puis c'est intéressant aussi de voir de parler de clubs qui sont moins sous la focale médiatique, on va dire. C'est intéressant. Voilà. Merci à vous et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.